Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien et qu'il fait meilleur chez vous que chez moi parce que franchement aujourd'hui, je me l'écaille sévère, d'où le gros sweat à capuche parce que il fait vraiment froid. J'ai l'impression que, comme dirait le grand philosophe numéro bis, il fait moins 8000. Ouah, l'hiver est bien installé et est-ce que ce serait pas justement la bonne période pour vous parler de mes flops 2025? Entre deux grelottages et frictionnements de mains parce que j'ai très froid quand je filme cette vidéo, je vais donc vous parler de mes flops 2025. J'en ai 10 au total. Pareil que pour les tops, il n'y a pas de classement de celui que j'ai le moins apprécié à celui que j'ai le plus apprécié parmi les flops. C'est plus un classement de quand est-ce que je les ai découverts au niveau de l'année. Donc, démarrons tout de suite avec les fameux flops que je vois juste ici. Ah, malheureusement, le premier que je dois vous présenter ici, je pense ne va pas faire l'unanimité parce qu'il a été beaucoup apprécié par pas mal de gens. Mais moi, j'ai pas réussi malheureusement à adhérer à un lundi parfum matcha. Désolée, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé certes la couverture très belle, il est vrai, l'ambiance vraiment douce, mais je pense que c'est le fait que le schéma narratif, comme j'expliquais sur certaines de mes vidéos précédentes, les éditions Nami ont des très chouettes livres, mais ils ont beaucoup trop le même style de schéma narratif à chaque fois. Avec une histoire qui est très douce, qui est assez contemplative, avec des personnages qui ont des rêves, ont envie de faire quelque chose, ont une envie, et vont aller dans un endroit où ils vont rencontrer une personne en particulier qui va être le déclencheur. Et à chaque fois, ça va être plein de petites histoires qui vont revenir exactement avec le même schéma. Une personne va en voir une autre qui va déclencher quelque chose et qui fait que cette personne va aller vers son rêve, va aller changer quelque chose dans sa vie, communiquer avec quelqu'un en particulier, bref. Et c'est la même chose à chaque fois, découpé en 5 personnages ou découpé en 6 schémas narratifs quasiment identiques à chaque fois. Et bah, malheureusement, c'était peut-être le tome de trop, parce que il y en a d'autres qui me font envie, mais j'ai l'impression que ça va être un petit peu pareil, tant au niveau d'un restaurant que ici d'un café, que d'une laverie. C'est un petit peu toujours pareil, malheureusement, et j'en avais un petit peu marre de tourner en rond. Oups! Je vois le second titre qui ne va pas faire certainement l'unanimité là non plus, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont bien apprécié, voire adoré, et moi, c'est pas passé du tout. Je vais vous parler de La Psy de Frida McFadden. Oui, 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 vous pouvez lancer les tomates si vous voulez, mais je n'ai vraiment pas adhéré, malheureusement, à la hype qu'il y a autour de cette autrice. Et je vous le dis de suite, je n'ai absolument pas envie de lire La femme de ménage. Non. Et le film non plus. Je n'ai pas du tout envie d'aller vers cette hype, vers cette saga qui a l'air d'être aussi courue d'avance que La Psy. Et pourtant, La Psy, j'avais énormément d'attentes dessus parce que le speech, franchement, me hypait de fou. Cette vieille bâtisse qui était justement l'ancienne maison d'une psy, où des personnes vont se dire que, quitte à être dans un endroit bloqué par une tempête de neige, ils vont l'explorer un petit peu et ils vont tomber sur les cassettes d'enregistrement des consultations de cette fameuse psy qui a disparu. Ça avait l'air très chouette de découvrir justement un petit peu les secrets des patients comme ça. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'il y a des criminels? Est-ce qu'il y a des choses honteuses à avouer? Est-ce qu'il y a ne serait-ce que le secret d'où est passée cette fameuse psy qui a disparu? Moi, j'avais très envie de découvrir tout ça. Et ça commençait bien pourtant, avec justement cette ambiance un petit peu film d'horreur, avec cette tempête de neige qui bloque un couple dans cette maison un petit peu bizarre, un petit peu isolé de tout, perdu au milieu de la forêt, avec une lumière à l'étage et personne dedans, un parquet qui grince, bref. T'avais tout pour être super chouette. La découverte de ces cassettes, l'écoute de ces dernières, ça avait l'air parfait. Mais finalement, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait parce que, alors, le personnage de... Enfin, non, j'allais dire le personnage de la psy, mais non, tous les personnages, ils sont
terriblement égocentriques. J'avais envie de tous les gifler. La psy, elle est imbue d'elle-même, mais elle est imbuvable cette femme. Elle est horrible, elle est très intelligente, mais elle donne pas du tout envie qu'on l'apprécie. L'héroïne est cruche à souhait, elle par contre, on sent que c'est un genre qu'elle se donne, mais franchement, très, très lourd. Les relations avec, les conjoints sont toxiques à souhait. Les hommes, on a envie vraiment de tout sauf de les aborder et le fil de l'histoire fait que finalement, c'était cliché, c'était couru d'avance. Je suis arrivée à quasiment la moitié, j'étais en train de me dire: «Mais, pourquoi on met autant de temps?» Parce que ça a l'air d'être ça la fin et c'était ça. Je fais: «Mais pourquoi tout ce speech pour ça?» Franchement, j'avais des indices qui étaient, clignotants, qui hurlaient: «C'est ça, c'est moi le coupable» ou «C'est moi qui vais faire ça». Ah et je comprends pas enfin, c'est que mon avis, hein, mais je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour en disant: «Oh, mais ce plot twist final, such wow!» Je fais: «Mais vous avez pas vu les warnings là qui clignotaient partout dans le roman?» Non, désolée, moi ça l'a pas fait du tout et c'est pour ça que je vous dis, je n'irai pas plus loin, dans la découverte de cette autrice parce que je suis totalement passée à côté. Ah lui, j'avoue que je l'ai mis dans les flops parce que j'attendais tellement plus et je me suis presque auto-déçue, en fait, parce que j'avais tellement envie de le lire, j'avais tellement d'espoir derrière que j'étais déçue de ne pas avoir autant apprécié ma lecture que ce que je pensais. Je vais vous parler de Hurlement de Alma Katsu. Oui, je l'ai reçu en cadeau en 2024. J'étais tellement contente, j'avais tellement envie de le lire. Cette couverture incroyable, cette traversée du désert, cette épopée mythique hein, où justement il y a ces émigrés qui vont traverser plusieurs États pour essayer de s'implanter vers un nouvel Eldorado, trouver un nouveau logement, trouver une nouvelle vie. Et cette traversée avait quelque chose d'un petit peu fantastique, d'un petit peu tragique, parce qu'il y a des gens qui disparaissent, qui deviennent fous, et on ne sait pas pourquoi. J'avais tellement envie de rentrer dans cette histoire que j'étais tellement triste de ne pas l'avoir appréciée à sa juste valeur et je pense que c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que certains autres flops, je les ai revendus ou je suis passée complètement à autre chose. Lui, je le garde parce que je me dis: «J'ai loupé quelque chose». Je pense que je l'ai peut-être pas lu à une bonne période pour l'avoir apprécié à sa juste valeur parce que je me pense m'être ennuyée quelque part. C'était assez plat. Il n'y avait pas vraiment ce côté épopée auquel je m'attendais. Le côté fantastique est si peu présent que je ne comprends même pas pourquoi il a été énoncé dans le résumé finalement et on essaye de tendre vers un côté fantastique et j'ai l'impression que à mesure qu'on se rapprochait, qu'on mettait un pied dedans, il fallait absolument en repartir et revenir dans du concret avec une explication logique ou scientifique pour ne pas s'aventurer trop finalement dans ce côté fantastique. Et c'est justement dommage de d'essayer de vendre un côté fantastique, mais de ne pas complètement y mettre les pieds finalement. J'ai trouvé ça triste, un petit peu décalé, un petit peu fouillé et un petit peu convenu, finalement. Donc je ne sais pas. Est-ce que je l'ai lu à un mauvais moment? Est-ce que, cette lecture n'était pas pour moi? Je ne sais pas. Je l'ai gardé pour lui donner une seconde chance en le relisant à un autre moment, un peu plus tard où j'aurais, on va dire, oublié les bribes de ma lecture. Mais en tout cas, je l'ai mis dans les flops parce que, il n'était pas ce à quoi, je pensais qu'il allait correspondre. Lui. Je rigole parce que c'est pareil, j'en attendais tellement que je me suis auto-déçue après l'avoir lu. Cette couverture absolument magnifique, peut-être que c'est ça qui m'avait happée au début et qui m'a, je ne sais pas, induit en erreur peut-être. Feu dans la plaine. Non mais cette couverture, déjà attardons-nous, elle est magnifique par contre. Mais le résumé avait tout pour me plaire pourtant, avec ce monsieur qui vit au milieu de la montagne, qui vit au milieu de la nature avec personne et qui n'a envie de voir personne justement, un petit peu un ours mal léché qui a envie
de rester dans sa nature tout seul et d'en profiter, et qui va se voir, obligé de côtoyer une bergère qui, bah, fait son métier, hein, en fait, mais elle a les moutons sur sa montagne, dommage, et ce personnage qui va se retrouver au milieu d'un conflit auquel il ne souhaitait pas participer, mais dans lequel il va se retrouver mêlé jusqu'au cou, ça avait l'air très bien. Mais franchement, ce conflit justement est parti dans une dimension stratosphérique, mais what the fuck, en fait? J'ai rien compris, c'était même pas une escalade, la vitesse à laquelle c'est parti en cacahuète totale. Chapitre 1, tout va bien, chapitre 3, c'était déjà l'apocalypse. J'étais: «Mais attendez, il y a juste eu un droit de passage non respecté sur une propriété et c'est parti en guérilla totale, hein». J'étais: «Mais waouh, la surenchère est peut-être un peu trop, excessive, inappropriée, je ne sais pas, mais c'est parti, mais à des années-lumière de ce que je pensais, et je pense que c'est ça qui m'a complètement fait lâcher l'affaire. Je suis allée jusqu'au bout et même la fin, j'étais là: je fais: «Mais franchement, quoi? Tout ça pour ça?» Et c'est parti d'une querelle d'un mec qui a marché sur la mauvaise parcelle. Je fais: «Mais on va où là?» J'ai rien compris. Enfin, j'ai pas compris surtout le but de l'auteur. Qu'est-ce qu'il essayait de nous faire comprendre, lire, vivre? Je suis passée à côté. Complètement, je l'avoue. Pourtant, j'avais beaucoup d'espérance dessus, mais moi, je suis complètement, passée à côté, je pense que c'était pas fait pour moi, finalement. Oh, le prochain, c'est La disparition de Veronica Lake. Oh, lui, je l'ai écouté en audio sur Audible. Qu'est-ce que j'avais envie de l'aimer, celui-là aussi. Parce que c'est pareil, on est sur un cold case. Une jeune femme qui a disparu pendant une fête et qui donc n'a jamais été retrouvée. Et bien des années plus tard, il y a une journaliste qui s'intéresse à ce cas et qui est réputée pour justement sortir un petit peu des dossiers de la poussière comme ça et les résoudre, donc bien des années après que le drame ait eu lieu. Et elle se met justement à enquêter dans cette petite ville où tout le monde sait ce qui s'est passé, mais personne n'a envie d'en parler, où les parents ont perdu leur enfant et ont décidé de partir complètement vivre dans un autre état pour oublier un petit peu ce qui s'était passé, mais où finalement, en creusant un petit peu, on se rend compte que tant la famille que les villageois ne sont pas très nets et qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie que ça ressurgisse, qu'on n'a pas envie que ça se sache. Et ça avait l'air chouette justement, ce côté secret, non dit, petite ville où tout le monde se connaît, où tout le monde sait des choses mais n'a pas envie de les dévoiler. Ça avait l'air très chouette, un bon policier avec son lot de mystères et son enquête, qui comme il se doit, quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé. Ça l'a pas fait. L'histoire qui finalement me paraissait super chouette de premier abord, mais finalement était un petit peu avec un goût de déjà vu. Un petit peu quelque chose de c'est toutes les mêmes ficelles qu'il y a dans tous les mêmes policiers et avec quelques petits brins de nouveauté, mais finalement il y avait pas ce côté waouh que j'espérais. Et il y a après aussi beaucoup de choses qui traînaient en longueur, où on sentait que l'histoire aurait pu finir presque 200 pages avant toutes celles qui ont été écrites. On sentait que l'auteur étirait au maximum pour garder le lecteur avec lui, pour essayer de lui faire, je sais pas, avoir l'espoir de quelque chose qui va se passer, d'un mystère, qui est d'un rebondissement. Et non. Et la plume peut-être était un peu trop lourde pour moi aussi, je vous avouerai, parce que il y avait le côté mystérieux qui était chouette, mais il y avait beaucoup de personnages un petit peu trop clichés et l'auteur, comme je vous dis, étirait son roman à l'aide de figures de style en veux-tu en voilà, où au bout d'un moment ça fait trop. On sent que c'est pas naturel presque, malheureusement, j'ai envie de dire, et on se dit: «Mais pourquoi rajouter là une comparaison, une figure de style, un retour dans le passé?» Enfin, un énième retour dans le passé, j'ai envie de dire, alors que là, l'histoire, elle peut s'arrêter là, à cet endroit précis, parce en plus, c'est pareil, il y a tellement d'indices qui font qu'on savait ce qui allait se passer à l'avance,
ou tout du moins ce que je pense, savais ce qui s'est passé à l'avance. Bref, j'ai pas adhéré et pourtant, bah, c'est pareil, ça fait partie des livres que j'avais beaucoup d'espoir derrière et non, dommage. Sera peut-être pour une prochaine fois. Ah lui, oh mon Dieu, j'ai pas du tout accroché. J'ai tellement pas du tout accroché que je vous avouerai que je suis même plus sûre à 100 du titre. «Tout n'est pas perdu», je crois, ça s'appelle. De toute façon, je vous mettrai l'incrustation avec, le bon titre et l'image en tout cas de la couverture du roman et lui, c'est pareil. Oh, ça avait l'air incroyable, il y avait un côté psychologique qui m'intriguait beaucoup avec cette jeune fille qui a été malheureusement victime d'une agression suivie d'un viol terrible et il y avait tout cet aspect justement avec son thérapeute, avec sa reconstruction, avec son envie d'oublier et en même temps d'exorciser ce qui s'est passé et où apparemment, à mesure qu'elle se livre à son psy, eh beh, il y a peut-être des doutes sur, ce qui s'est réellement passé et ça m'avait intrigué vraiment beaucoup, savoir est-ce que la victime n'en est peut-être pas une à 100? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et pas du tout, pas du tout, mais cette plume, tellement pas adhéré à la lenteur de cette plume et au côté un petit peu anarchique de la construction du récit où, on va dire pendant les 11 premiers chapitres, le narrateur parle sans se présenter. On se doute de qui c'est, au vu de comment c'est un petit peu décrit, mais au bout de 11 chapitres, il dit: «Au fait, c'est le psy qui vous parle». Mais c'est enfin, pourquoi? Pourquoi ne pas le dire d'emblée? Il y avait zéro mystère parce que on sent par le champ lexical que c'est quelqu'un d'ordre médical qui parle, qu'il a accès à des dossiers, enfin, qu'il parle avec la famille, bref, je ne sais pas. C'était peut-être un élan d'originalité, mais moi j'ai pas accroché déjà plus que ça et j'ai pas accroché non plus aux nombreux détails macabres du viol que je n'ai absolument pas besoin de savoir et d'avoir en image devant mes yeux. Non, pardon, moi ça me l'a fait pas du tout. J'ai vraiment pas apprécié cette lecture, notamment pour ça. J'aime lire des choses noires, des choses sombres, mais j'ai vraiment du mal avec celui-ci. Moi, la description d'une torture d'une jeune femme et de son viol, c'est pas ma came du tout. Donc si jamais il vous intéresse, attention, trigger warning, plus avec ça, hein. Mais donc ouais, j'ai pas accroché à ça. Finalement, la lenteur du récit m'a perdue en cours de route également et la fin, j'étais à mon bout, ouais, enfin, c'est pareil, tout ça pour ça, ça ne l'a pas fait. On arrive doucement vers la fin et j'ai toujours aussi froid. Il s'agit maintenant de Sur tes pas et lui, je l'avais pareil, trouvé sur Audible pour, remplir mon ABC Thriller Polar Challenge et j'avais beaucoup d'espoir, là aussi ça avait l'air très chouette. Un côté, disparition, peut-être un côté un peu mystique, fantastique, avec, ce couple qui a décidé de fêter leurs noces en faisant un voyage à travers l'Europe et où ils vont se retrouver embarqués dans une galère sans nom, arrivés en Roumanie, où ils vont se retrouver sans papier, sans le sou, sans aucune ressource, bloqués au milieu d'une forêt, avec donc aucune possibilité, de se sortir de cette galère, de communiquer avec quelqu'un ou de payer ne serait-ce qu'un taxi. Et en voulant, bah, se sortir de cette galère, il va y avoir un traumatisme qui va faire que on va faire un bond dans le futur et on va retrouver ce jeune couple mais qui s'entre-déchire, qui n'en peut plus, qui veut se séparer. Ils sont déprimés, ils sont en colère, ils sont choqués et on ne sait pas ce qui s'est passé et justement, c'était qu'est-ce qui s'est passé au cœur de cette forêt? Pourquoi le couple en est arrivé là? Et il y avait beaucoup d'autres ramifications derrière qui avaient l'air incroyables, excellents. Est-ce que il y avait un côté fantastique derrière, un côté horrifique? J'attendais et rien. Enfin, le côté horrifique est digne d'un film d'horreur classique, malheureusement, j'ai envie de dire. Un truc entre Hostel et Wrong Turn, c'est Détour mortel et Détour mortel. Ouais, je ne sais pas, j'ai pas trouvé ça transcendant malheureusement
Pour moi, le côté horrifique qu'il y a eu dans cette forêt était couru d'avance. Les nombreuses ramifications, se découvraient par elles-mêmes avec les nombreux indices et c'est pas les nombreux rebondissements qui essayent de donner un petit peu quelque chose qui m'ont fait justement me dire: «Allez, va jusqu'à la fin, là, il y a un rebondissement, il y a quelque chose qui va se passer». Non, non, finalement, il y a un petit switch à un moment où je me suis dit: «Ah, ça peut être pas mal» et bouf, c'est reparti aussitôt aussi plat malheureusement, donc j'ai pas réussi à adhérer et c'est dommage parce que je trouvais qu'il y avait vraiment du potentiel. Mais il y a certains personnages qui sont terriblement imbuvables ou plats où j'avais qu'une envie, c'est qu'ils se taisent ou qu'on passe à un chapitre avec l'autre vision d'un autre personnage. Bref, j'ai malheureusement pas adhéré à celui-ci non plus. L'avant-dernier, il s'agit d'un qui était depuis tellement longtemps dans ma palle que je suis même triste de ne pas l'avoir apprécié parce que pour une fois que je l'ai sorti, bah, je l'ai pas apprécié. A Duel with the Vampire Lord de Eliskova. Je l'avais enfin sorti de ma page, je l'ai enfin lu depuis le temps qu'il existe, qu'il a été traduit, qu'il est sorti dans plein de formats, bref. Un duel avec le seigneur vampire, je n'ai pas adhéré. Et pourtant là aussi c'est dommage, ça partait super bien. Alors j'avais des espérances assez hautes au niveau action et je les ai eues au début. Franchement, ça partait bien. Dès les premières pages, il y a un duel justement entre les humains et les vampires. Il y a ce côté mystique qu'il y a derrière, ce côté créature de la nuit assoiffée de sang. Il y a cette malédiction qui plane tant autour des vampires que des humains, ce manoir incroyable qui recèle moult secrets et qui a une partie totalement cachée du public, j'ai envie de dire, avec des créatures terrifiantes, avec des mystères insondables. Waouh, ça partait super bien. Et quand ils sont sortis de ce manoir en disant: «Mince, je n'ai pas réussi à trouver, la clé de l'énigme, qu'est-ce que c'est que cette malédiction? Comment la lever? Comment aider le peuple vampire et humain?» À partir de là, on sentait toute la déception tant du personnage que du lecteur à se dire: «Bof, bon, ils ont pas réussi. OK, en même temps, il y a 200 pages, ils pouvaient pas réussir direct». Et plus rien, ça tourne en rond et c'est parti dans une romance avec des «je t'aime, moi non plus», avec de «oui, j'aime bien l'humain», mais non, mais finalement c'est un humain, c'est de la bouffe, je peux pas l'aimer. «Ah mais j'aime bien le vampire», mais non, c'est pas possible, je dois le tuer. Mais il est quand même vachement âgé parce que c'est un vampire millénaire. Oh, ce trope de: «Elle a 20 ans et lui il en a 1512». Bon sang, on s'en doute si c'est un vampire multiséculaire, qu'ils ont un écart d'âge violent. Bref, c'est parti en cacahuète et j'avais l'espoir que l'action reparte derrière. Il y en a eu un peu, mais pas assez pour me faire réapprécier ma lecture comme j'aimais beaucoup les premières pages, jusqu'à temps qu'ils sortent de ce manoir, en fait. La toute première partie du récit était vraiment chouette et le reste, plus rien. J'ai pas réussi. Trop de romance, trop de gnognon, trop de lenteur et de plat et bref. Malheureusement, bah, c'est un flop et beh, il est sorti de ma palle, hein, mais il est sorti également de ma bibliothèque parce qu'entre temps, bah, je l'ai revendu. Hello! C'est la moi du montage qui se rend compte qu'elle ne sait pas du tout compter pour cette nouvelle année. Parce que au niveau du montage, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de vous parler d'un titre. J'en avais que 9 sur 10. Donc je le glisse par ici vite fait. Il s'agit de Si tu m'aimes. Alors lui, je me suis fait piéger déjà parce que je pensais que c'était un policier que j'allais pouvoir mettre également dans mon challenge ABC thriller polar. Finalement pas du tout, et je pense qu'il était mal rangé à ma médiathèque parce que c'était un fantastique pur et dur sans une once de policier. Et ça avait l'air super chouette pourtant parce qu'on allait être dans un côté justement entre le monde des vivants et des morts et où on allait suivre l'un des points de vue principaux qui est celui d'un chat. Et je me suis dit: «Waouh, ça a l'air super chouette, original, novateur, j'ai très envie de regarder ça». Et bah, il y a bien le chat, hein, mais c'est pas lui le point de vue principal. On met du temps à arriver à celui-ci d'ailleurs et comme il y a pas vraiment de transition, nous les premiers temps, on se demande qui c'est qui parle et pourquoi c'est un chat? Est-ce que c'est vraiment le chat? Et bref, sinon, j'ai pas
du tout accroché finalement à la plume qui était très, très vieillotte. Aux personnages dont la relation, j'étais là: «Mon Dieu, oui, ça aurait été écrit à notre époque, jamais ça serait passé tellement c'est toxique en majuscule, quoi». Donc non, le chat finalement n'apporte pas plus que ça. C'est très, très lent, c'est très confus. Les personnages, comme je vous dis, j'ai pas du tout accroché. L'histoire, en bref, n'avait pas, finalement l'attrait auquel je m'attendais, donc non. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai oublié de vous en parler au niveau de ce montage, c'est qu'il m'a vraiment pas marqué, au point que, bah, je l'oublie complètement. Donc ce petit aparté étant fait, je vous laisse avec la dernière partie et donc vraiment le dernier livre de ce flop 2025. Et le dernier flop pour cette année 2025 a été assez récent finalement parce que je l'ai lu en décembre. Il s'appelle Chocolat chaud et marshmallow et c'était une romance de Noël. Parce que oui, j'ai voulu tester les romances plutôt concentrées donc autour de la période noëlesque et parce que tout bêtement, je me suis dit, j'ai testé des romances cette année qui m'ont plu et où j'ai été surprise de manière très agréable. Donc pourquoi pas réitérer l'expérience avec une romance de Noël? Loupé. Complètement loupé à tous les niveaux. Je n'ai quasiment rien aimé, malheureusement, là-dedans. Alors, j'ai bien aimé, on va commencer par le positif, la couverture qui était très mignonne en soi. J'ai aimé le dépaysement parce que ça se passait vers l'Écosse, même si on n'a pas vu grand-chose finalement de l'Écosse non plus, malheureusement. Et tout le reste, bah voilà, hein, c'était du négatif malheureusement. À commencer par le fait que je l'ai eu en version audio, il était dans mon abonnement Audible, et que c'était une voix virtuelle qui narrait l'histoire. Quelle catastrophe! Franchement, que cette idée qu'ont les maisons d'édition, on va dire que c'est eux, de choisir de ne pas payer un humain pour faire une merde intersidérale, vraiment, en résultat. Franchement, c'est immonde. Je vais pas pouvoir lui trouver de qualité au niveau sonore parce que, comme je vous dis, c'est nul. Pardon, hein, mais c'est un robot qui parle, donc intonation 0, émotion 0, mots anglo-saxons 0. Il y a rien qui va. Rien du tout, du tout. Autant j'apprécie quand un narrateur essaye de moduler un petit peu sa voix pour correspondre au personnage et pas que ça fasse un petit peu monocorde partout. Là, mais il y a rien, 0 effort vu que c'est une seule et même, voix robotique qui fait tout. Et comme je vous dis, comme ça se passe en Écosse et en une partie à Londres, il y a énormément de mots anglo-saxons qui sont faits avec un accent franchouillard horrible. Pour vous dire le niveau, c'est qu'elle a été au pub, hein. Voilà. Enfin, il y a rien, 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 rien qui va au niveau de cette voix virtuelle, 0 pointé. Très désagréable à l'écoute. Et sinon, au niveau de l'histoire, bah là, malheureusement, on est dans tous les clichés que je n'aime pas. Et ça, c'est pas de chance, hein, enfin, l'autrice peut pas le savoir, moi, c'est moi qui ai voulu le lire, hein. Mais bah, il y avait tous les clichés que j'aimais pas et des situations, mais tellement what the fuck est-ce que j'ai envie de dire que c'était pas crédible. Franchement, pour moi, c'était absolument pas crédible. Alors, bon, c'est pas le but. On est dans une romance de Noël, on est dans un truc cocooning où c'est censé être tout beau, tout paillettes, les deux se terminent ensemble à la fin. Ok, mais quand même, franchement, il y a une succession d'événements qui sont là juste pour qu'ils finissent ensemble à la fin que moi, je suis désolée, c'est pas passé du tout. J'ai retesté, hein, mais bah, finalement, ce sera le dernier flop de l'année parce que ça ne m'aura pas convaincue. Et je pense que niveau romance de Noël, pour le moment, je vais m'arrêter là. On verra l'an prochain, au niveau de décembre, si je réitère, parce que pour le moment, non, c'est bon, ça m'a calmé. Et bref, nous sommes donc arrivés au dernier flop de cette année 2025. Un total donc de 10 en tout, un chiffre tout rond. Racontez-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce qu'on a eu des flops en commun? Et sinon, quels étaient vos flops à vous? Que je puisse comparer, voir si on a les mêmes on va dire, exigences de lecture. Peut-être qu'il y en a parmi les miens que vous avez totalement adoré, ou auquel cas, on n'a absolument pas les mêmes goûts, ce qui est tout à fait normal.
est fort appréciable parce que heureusement que vous aimez des choses que je n'aime pas, ça permet de la diversité. Bref, racontez-moi tout donc au niveau des commentaires. Et sinon sur ce, je vais vous laisser ici dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve avec des prochaines lectures sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Et d'ici là, portez-vous bien et d'excellentes lectures à vous. Et on verra donc ce que nous réserve 2026 au niveau des flops en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup. Allez sur ce, ciao!